Cette année, on vous propose une nouvelle chronique qui va traiter de sujets d'ordre juridique avec l'avocate Marie-Noëlle Closson-Duquette. Marie-Noëlle, bonsoir. Bonsoir, Claude. Alors, on entend souvent parler des mythes entourant la notion de vice caché. Hein, c'est quelque chose qui revient très souvent. On va commencer peut-être par une définition. Qu'est-ce que c'est qu'un vice caché? D'abord, juste préciser qu'au Québec, c'est parmi les recours les plus nombreux, les recours en vice caché. Alors, les gens peuvent être touchés à un moment ou à un autre dans leur vie par le vice caché. Ça nécessite 4 conditions pour déterminer que c'est un vice caché. Alors, le vice doit exister avant la vente. Ça doit pas être une nouvelle chose qui apparaît, un dysfonctionnement d'un appareil qui apparaît après la vente. Ensuite, ça doit être inconnu de l'acheteur. Donc, l'acheteur ne devait pas avoir d'indice lorsqu'il a visité la maison pour déterminer que ça existait peut-être, ce vice-là. L'acheteur doit être diligent et prudent, donc faire un examen des lieux, vraiment inspecter la maison. Et évidemment, un acheteur qui achète une maison par Internet pourrait ne pas rencontrer le critère d'avoir été diligent et prudent, à moins qu'il l'ait fait inspecter pré-achat. Et le vice doit être grave, donc doit affecter la valeur de l'immeuble. Je vous donne quelques exemples, mais c'est sûr que c'est du cas par cas, puis ça dépend des faits. Mais des fourmis charpentières pourraient être un vice caché, une fondation qui s'effrite, une fissure qui n'est pas apparente pourrait être des vices cachés. D'accord. Et est-ce que le vendeur doit nécessairement connaître l'existence du vice pour que ce soit légalement considéré comme un vice caché? Est-ce qu'on peut plaider l'ignorance? Non, ça c'est vraiment un mythe. Beaucoup de gens, beaucoup de vendeurs, lorsqu'ils se font poursuivre pour un vice caché, vont dire « mais je le savais pas ». C'est pas pertinent pour déterminer si c'est un vice caché ou pas. Ça va l'être peut-être pour déterminer des dommages si le vendeur a été une mauvaise foi qu'il le savait puis il l'a pas divulgué, mais pour considérer que les conditions sont remplies, que le vendeur laisse ou non, c'est pas pertinent. OK. Donc, dans la mécanique d'une vente, de l'achat d'une maison, quelles sont les obligations de l'acheteur et du vendeur? Bon, le vendeur doit être de bonne foi, il doit dénoncer les vices qu'il connaît, il doit pas faire de fausses déclarations, puis il peut pas induire l'acheteur en erreur. Donc, dissimuler des infiltrations d'eau, évidemment, c'est pas de bonne idée. Il peut vendre aussi sans garantie légale, mais évidemment, ça va affecter la valeur de la vente, puis il pourrait aussi faire une inspection pré-vente. Pour ce qui est de l'acheteur, ben il doit être prudent et diligent, il doit faire un examen attentif des lieux, puis peut-être demander des factures si on allègue des dépenses qui ont été faites. D'accord. Bon, je viens d'acheter une maison, je découvre un vice caché, qu'est-ce que je fais? Alors, ce qui est super important, quand on découvre un vice caché, on arrête les travaux et on le dénonce à l'acheteur. Donc, au vendeur. Oui. Alors, il faut faire absolument une dénonciation écrite. Ça peut être un courriel, un message texte, mais on lui dit, voici ce qui se passe, viens constater l'état des lieux. D'abord au vendeur. Donc. Exact. Donc, pour que le vendeur puisse venir, lui, faire son observation, décider de ce qu'il va faire, peut-être qu'il va le reconnaître puis il va décider de s'entendre à l'amiable avec vous. Mais, donc, vous lui donnez à peu près, ce qu'on dit généralement, c'est 10 jours. Okay. Quant à l'acheteur, bien évidemment, on recommande qu'il se présente sur les lieux pour aller constater puis il pourra décider est-ce que je négocie ou pas avec l'acheteur, est-ce que je trouve une solution. Puis, si finalement, là, il n'y a pas d'entente et que l'acheteur décide de persister dans ses recours, évidemment, on va suggérer qu'il y a une expertise indépendante. Fait que ça veut dire pas votre beau-frère, pas l'entrepreneur qui est en train de faire les travaux puis qui pourrait avoir un avantage à faire gonfler la facture. Puis, quant au vendeur, ben lui, il peut décider de faire une contre-expertise parce qu'il est pas d'accord avec les conclusions. Oui, oui. Et surtout pas le beau-frère qui est jamais, pas toujours de bon Exactement. De bons Mais conseils. Dénoncer, c'est primordial. Si vous faites les travaux sans le dénoncer, vous risquez de vous faire taper sur les doigts. Oui. C'est quoi les délais qu'on a pour intenter un recours en vice caché? Bon, on appelle ça un délai de prescription. Ce qu'on a comme délai, c'est 3 ans. Donc, 3 ans à partir de la connaissance du vice. Alors, vous avez 3 ans pour intenter votre recours. Si, par exemple, Claude, je découvre un vice, j'achète une maison aujourd'hui, je découvre un vice le 1er novembre 2024, ben j'ai jusqu'avant le 1er novembre 2027, donc le 31 octobre 2027. Alors, tu sais, appelez pas l'avocat la veille du délai, là. C'est une mauvaise idée. D'accord. Ben, nous voilà bien instruits sur la question du vice caché, mais on peut en savoir encore plus parce que vous tenez un balado là, sur le site audio. Oui, absolument. Un balado qui s'appelle « Enregistrement en cours » où on traite notamment, il y a un sujet qui est vraiment sur les vices cachés. Alors, Claude, en 5 minutes, c'est vraiment un survol, mais si les gens veulent en connaître davantage, ils peuvent écouter le balado sur audio, enregistrement en cours, puis il y a vraiment plus de détails et de trucs et conseils. Et il y a toutes sortes d'autres sujets. On en avait déjà parlé à cette même émission. Marie-Noëlle Closson-Duquette, c'était un plaisir. Merci.